up arise in the canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. On continue d'explorer le cinéma du réel, ce festival de films documentaires qui a lieu au Centre Pompidou, et pas que, mais ça on va en parler dans quelques secondes. Je suis très content parce qu'aujourd'hui je vais plus ou moins renouer le dialogue, même si elle n'est jamais venue sur la chaîne, mais nous avons déjà eu une correspondance il y a quelques années quand je travaillais encore pour Béjaïa. C'est Marina Dehac qui est là parce qu'il y a un film qui s'appelle Navire Europe, un essai filmique. On va dire un film, c'est très bien déjà, un film, voilà, c'est bien. Un film qui sera projeté deux dates, le 26 mars au Centre Pompidou à 21h et le 31 mars à 14h15 au MK2 Beaubourg, donc c'est à côté, c'est dans Paris. Et je remercie Catherine Giraud, l'attachée de presse, pour l'aide apportée à la conception de cette émission. Première question, on se tutoie parce qu'on se connaît un tout petit peu. Comment vas-tu à quelques jours de la projection de ce film assez étonnant et important? D'abord, je suis ravie, et puis j'ai le trac, évidemment. D'autant qu'il y a quand même des choses très personnelles. Enfin, disons que c'est un moment de le présenter, ce film. C'est pas rien. Donc voilà, j'ai le trac, j'attends, on verra. Je dis ça rarement, mais oui, ça m'arrive rarement de dire ce que je vais dire, mais merci en fait. Merci parce que c'est vrai que je disais que c'est un film extrêmement étonnant, mais alors on parle toujours de subjectivité, mais l'essence même de la subjectivité, elle se traduit même dans ta voix off. Et on va parler de ça aussi. Et je voulais ouvrir une parenthèse, la fermer assez rapidement et te dire merci. Je vais lire les quelques lignes qui sont sur le site du cinéma du réel, qui sont à la première personne, c'est toi qui les dis. Comme ça, on va comprendre un petit peu. Tu dis Trudé était ma grand-mère, une femme admirable, une rescapée, une femme terrible, volonté impérieuse de la survie. Je, donc toi, refusais de la filmer. Je ne voulais pas entendre parler de mort. Je voulais la vie. Je voulais être libre. Je ne la filmerai pas jamais. Et puis, au dernier moment, je l'ai filmée. Première question extrêmement basique pour qu'on puisse comprendre un petit peu qu'est-ce qui a fait que tu aies pris cette caméra pour le coup et que tu es allé la voir. Finalement, qu'est-ce qui a fait ça? Ce qui a fait ça, c'est deux choses. Une consciente et une peut-être moins consciente. La chose consciente, c'est qu'en fait, elle a changé de discours à la fin de sa vie parce qu'elle a commencé à perdre un petit peu. Enfin, au moment où elle a commencé à perdre un peu la tête, elle s'est mise à raconter de nouvelles choses par rapport à son discours absolument figé qu'elle avait eu toujours, que j'avais toujours entendu. Et ces choses-là, c'est pas qu'il y avait des révélations, mais la manière d'aborder, de parler d'elle, de raconter ce qui lui était arrivé, tout d'un coup changeait le regard, et ça m'intéressait vraiment. Et j'avais l'impression que je pouvais aller saisir une vérité à laquelle j'avais pas eu accès jusqu'à ce moment-là. Ça, c'est la raison effective. Peut-être que la deuxième raison, et j'y pense plutôt après coup, c'est que même si je voulais pas la filmer, je savais qu'il y avait quelque chose d'important et que au dernier moment, j'y suis allée quand même. Voilà. Mais toi, de ta place de cinéaste, pour le coup, là j'ai envie de dire, et Mmh. pas forcément de petite fille, mais de ta Ouais. place de cinéaste, comment tu peux expliquer le fait qu'il y a eu ce revirement dans la manière de décrire les choses qui lui sont arrivées ou les choses, la manière, dans ce regard différent, comment tu peux l'expliquer? C'est pas en tant que cinéaste ni que petite fille que je dirais ça, c'est, en tant que personne, qui pense dans le monde, quoi. Tout simplement, justement, tout est contenu dans cette histoire de survie ou pas. Je pense qu'à un moment, avec la très grande vieillesse, son énergie, libidinale, disons, a Mmh. commencé à diminuer un peu et que c'est elle qui tenait tout et verrouillait tout, y compris, cette espèce de construction narrative, dans laquelle elle survivait, qui était vraiment comme on parle beaucoup d'exosquelette en ce moment. Bah, voilà, c'était un infrasquelette psychique qui la tenait et qu'à un moment donné, ça a commencé à lâcher un petit peu là, lâcher un petit peu là et c'est pas très étonnant qu'elle soit morte pas très longtemps après. C'est-à-dire ça la soutenait, quoi. Enfin, sa force physique, psychique et cetera faisait que ce truc-là tenait, puis à un moment donné, ça a commencé à moins tenir parce qu'elle était très vieille et il y avait moins de force pour tenir cette chose-là. C'est comme ça que je le Oui. comprends.
Et toi, quand tu vas la filmer pratiquement en gros plan et que tu essaies d'avoir une conversation avec elle et qu'elle t'écoute, il y a ces longs silences, parfois tu répètes plusieurs fois les mêmes Mhm. choses. Est-ce que tu sais pas du tout où tu vas? Je veux dire, tu sais pas qu'il va y avoir un film à côté de cela, tu sais pas qui, enfin, tu n'en sais rien, tu veux tout simplement filmer? Comment ça se passe, ça? Bah, alors là, pour le coup, je vais répondre en cinéaste. Je suis cinéaste, donc allons la filmer. À je me dis, c'est plutôt dans la perspective d'un film. Quel film? C'est une autre question. Mais Hmm. mais mon idée est quand même, c'est pas une question d'aller la filmer gratuitement, mais moi, je filme, quasiment jamais, spontanément comme ça. Le geste de filmer, un geste qui se construit, vers lequel j'ai besoin de beaucoup avancer avant de faire quoi que ce soit. Donc je vais la filmer, c'est pas un geste de: «Ah bah, je mets ça dans mes archives et voilà». C'est je pense qu'il y a quelque chose à construire, à saisir. Je sais pas encore tout à fait quoi et de fait, ça m'a mis 10 ans, pour le trouver, mais c'était quand même dans la perspective d'un film. Qui aurait Alors, pu ne pas avoir lieu aussi. oui, mais c'est ça, Surtout. c'est ça qui est pardonne-moi du mot, passionnant, parce que c'est possible que ça n'ait pas lieu. Et donc, et la cuisine interne, elle est enfin, c'est peut-être une question liée de cuisine interne, mais qu'est-ce qui te, comment dire, qu'est-ce qui te motive à le faire surtout? Bah, il y a un truc qui me travaille, c'est-à-dire que j'y vais, je la filme, j'ai l'impression d'avoir tout raté. C'est que c'est un désastre parce que je suis arrivée un peu trop tard, elle répond toujours à côté, enfin j'ai l'impression juste d'avoir enfin que c'est une catastrophe, quoi. Je regarde les images et j'ai l'impression que tout ce que je voulais qu'il y passe n'y passe pas du tout. Et malgré tout, il y a un truc qui me titille là-dedans, donc je reviens aux images, je les re-regarde, j'essaye de comprendre ce qui se joue. Et voilà, il y a eu ça à plusieurs reprises, jusqu'au moment où j'ai eu l'impression d'avoir suffisamment de distance pour comprendre un peu ce qui se voyait quand même, et ce qui, moi, me parlait, et ce qui faisait que j'arrivais pas à lâcher ces images. Je trouvais qu'il y avait, bah, c'est un peu ce que je dis dans le film, comme un secret pas un secret factuel, mais quelque chose d'une vérité qui traverse ces images et qu'il faut faire émerger. Voilà. Mais le chemin pour trouver ça est très long. Et puis il y a un contre-champ terrible, c'est que il y a des images d'archives où on la voit donc raconter ce qui lui est arrivé, ce qui s'est passé lorsqu'elle a été dans des camps. C'est généralement devant des lycéens, je crois, enfin des études, enfin en tout cas Oui, des lycéens, ouais, des jeunes, voilà, en des jeunes en Allemagne. tout cas, Ouais, une autre génération ouais. qui l'écoute attentivement. Et, euh, et l'autre champ, c'est toi qu'on te voit pas, enfin on te voit pas à ce moment-là lui parler, mais j'ai cette impression que le contre-champ et le champ, c'est par rapport par rapport à l'interruption. C'est que d'un côté, il y a cette dame qu'on ne coupe pas, dont on coupe pas la parole et qui va dire quelque chose de manière assez automatique d'ailleurs, même si ce qu'elle dit, ça reste toujours saisissant. Et, euh, et de l'autre côté, il y a toi qui plutôt, pour le coup, essaie de lui faire dire les choses et qui parfois lui coupe la parole. Et je trouve ça assez incroyable. Et là, et comme on est dans le cinéma du réel, pour le coup, j'ai envie de dire peut-être, sans être provocateur, qu'il y a d'un côté une sorte de fiction qui est celle où ta grand-mère, enfin, feu ta grand-mère parle à cette génération. Et puis il y a le réel, c'est-à-dire aujourd'hui, comment faire, comment dire les choses, comment les tracer. C'est très, très saisissant. Mmh. Bah, ce qui est saisissant aussi, c'est le contraste entre sa présence, il y a une époque où elle est pleine de cette, force dont je parlais au début, et Ouais. puis, un moment où elle l'a plus vraiment, et c'est pas la même personne en un sens. Heu, C'était très important de montrer ses archives à cause de ça. Sur la fiction, c'est plutôt des questions pour moi, c'est du réel dans tous les cas, mais c'est une question de mise en scène, mais pas mise en scène uniquement par le film, mise en scène dans le réel, par le réel, dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'une parole de témoin, de survivant, qui vient témoigner devant une salle avec un public, il y a toute une mise en scène de ça. Donc ça crée un certain rapport à la parole, à la présence. Une parole ou quelqu'un qui vous connaît vient vous interroger, évidemment, par définition, c'est autre chose. Euh, et effectivement, c'est important de confronter les deux. C'est-à-dire qu'il y a la parole publique, la parole privée, même si elle savait qu'elle était filmée quand je suis venue lui parler. Donc, c'est aussi une forme de parole publique. Mais bah voilà, c'est les différentes mises en scène du réel. Moi, pour le coup, c'est ça qui m'intéresse dans le documentaire. C'est pas, enfin, la vraie vie, bien sûr, mais de toute manière, c'est aussi une mise en scène. À quel moment c'est plus vrai qu'un autre, quoi.
Et puis à un moment dans le film, il y a quelque chose aussi qui fait que il y a la figure du père et la figure de ton père, et j'ai parfois l'impression que le film, enfin, il y a film pour aller finalement à ça, à la figure du père. Et c'est les moments les plus. Enfin, on finit par oublier un peu la grand-mère, pardon, mais c'est ce qui nous retient, c'est ce qui retient, c'est le fantôme, quoi. C'est cette absence qui est là, constamment là. Moi, j'ai plus l'impression que voilà, ça parle beaucoup plus du père, finalement. Alors moi, je suis contente qu'on finisse par oublier la grand-mère, pas seulement pour le père, mais pour Mmh. l'ensemble du film, pas contre elle, mais Oui. sur le fait que le geste même du film, l'objet du film, échappe à la seule question de un portrait de Trudi ou le portrait d'une relation. C'était pas vraiment ma question, c'était chercher un truc un peu au-delà. Et effectivement, la figure de mon père fait partie de ce un peu au-delà, mais j'espère pas que c'était aussi un truc de rapport au monde, en fait, comment on regarde les choses et comment, effectivement, des histoires de fantômes peuvent aussi infuser le rapport, ouais, l'être au monde, même si ça sonne un peu pédant de le dire comme ça, mais comment on peut être soi-même rempli de fantômes et que ce soit pas qu'une histoire stricto sensu personnelle, tu vois. Donc évidemment, la question du père, elle est centrale. Ça, pour le coup, je le savais pas en allant la filmer au début. Ça, c'est vraiment découvert, même si je connaissais toute l'histoire, hein, c'est pas le problème. Mais Mmh. je me rendais pas compte que le film parlerait vraiment de ça. Voilà. Ça ne s'est découvert qu'au fur et à mesure de la construction du film, et notamment beaucoup dans le montage. Et oui, en fait, bah, c'était inévitable. C'est au centre. Mais parce que je pense, alors, c'est pas pour botter en touche du tout, mais c'est aussi pour dépersonnaliser un petit peu. Je veux dire, il y a mon histoire et tout, et on s'en fout un peu, c'est pas le problème. Je pense qu'il y a une question sur. Le film, c'est un travail sur la perte et la mort. Et comment on vit avec ça, mais pour être vraiment en vie avec des fantômes. Donc, bah, c'était inévitable, parce qu'en fait, pour moi, réalisatrice, enfin, pour moi, qui suis la réalisatrice de ce film, bah, la première des pertes, c'est la perte de mon père. Donc, c'est chargé par tout ça. Il fallait y aller, quoi. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment, il y ait l'envie aussi de rajouter d'autres images, parfois des images d'archives, mais aussi de fabriquer ses propres images autour du sujet de base à la base, cette fin, je veux dire, de Trudy. Quand Et est-ce que parce que ça vient justement, très vite? Oui, pardon. non, pardon, justement parce que enfin, c'est le sujet de base, c'est celui à partir duquel je fais le film, mais c'est pas le sujet du film, Trudy. Mmh. Parce que le sujet, c'est la matière vivante, en fait. Ça a l'air un peu, enfin, c'est un peu général de dire ça, mais d'abord, il y avait un truc de transmission. Et en fait, c'est une histoire de perte et de mort, mais enfin, c'est pas un film de mort, voilà. Donc, il fallait absolument que ce soit chargé de choses vivantes d'aujourd'hui, et qui soit pas avec aussi des choses qui échappent, qui sont pas dans le discours construit de alors il s'est passé ci, ça, mais bah, d'où les rêves, des choses auxquelles on rêve, des choses qui nous traversent et qu'on maîtrise moins, mais en fait qui sont aussi vraies que le discours historique, disons, pour venir faire sentir euh, les enjeux, voilà. Et une matière vivante surtout, de, 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 bah, des arbres, la mer, des enfants, Oui. etc. Les enfants, c'est très important, hein. D'ailleurs, ça se termine, si je me trompe pas, même si on voit ça se termine sur un bateau, il y a plein de gens qui regardent un autre petit bateau qui arrive, et puis il y a quelqu'un qui fume une cigarette en amont, mais il y a cet enfant, c'est assez important. Moi, il y a quelque chose qui m'a, pour le coup, extrêmement perturbé, mais Mmh. et c'est très drôle, enfin, c'est pas drôle, mais je veux dire, je le disais au début du film, c'est ta voix. Ah. Comment tu dis les choses aussi. Et bon, il y a des choses aussi sur ce que tu dis aussi parfois, mais ça, Mmh. c'est pas, peu importe, ça fait partie. C'est la voix. C'est cette manière assez. Je sais pas. Et j'ai trouvé ça. Enfin, c'est pas anodin. Genre, si tu me dis que je n'ai pas fait exprès, je comprendrais pas. Enfin, je trouve que c'est assez, assez perturbant au début, et comme si elle était radicale, comme si elle était vive, comme s'il faut absolument ne pas perdre de temps. Et au début, ça surprend, et puis après, on s'y fait. Enfin, on s'adapte, bien évidemment. Alors c'est pas que j'ai pas fait exprès au sens où, bah, je l'ai entendu, hein, je l'ai entendu un grand nombre de fois évidemment en travaillant sur le film, mais
Mais C'est pas. elle était pensée cette. Enfin, dès le début, tu voulais qu'il y ait une voix off, et la tienne en l'occurrence. Dès le début, je voulais qu'il y ait une voix off, oui, et la mienne, absolument. C'est-à-dire, la question s'est même pas posée que ce soit la voix de quelqu'un d'autre. Je veux dire, la matière est tellement personnelle. Puis en plus, j'ai joué bah, tu le sais, dans mes fictions, etc. Enfin, il y a un truc de. Le fait est, il y a un truc de corps sur le fait de porter le film littéralement aussi. Donc, évidemment, c'était ma voix. Après, j'ai pas décidé que j'allais dire les choses de cette manière-là. D'accord. Je me suis rendu compte que je les disais de cette manière-là et qu'aucune autre ne faisait sens. Plutôt de cette manière, c'est plutôt comme ça que ça s'est passé. Et moi, mon rapport au film change là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a des fois, pendant le travail, le montage, le mixage, etc., où ça me paraissait la chose la plus normale du monde, et puis à d'autres moments, parce qu'il y avait un tout petit peu plus de distance ou quoi, je me rendais compte que c'était dit très vite, par exemple, un Ouais. peu brutalement peut-être, mais moi j'avais pas du tout l'impression de le dire brutalement. Donc voilà, je pense qu'il faut aussi un peu se faire confiance sur. Bah, on sent des choses et puis on les fait de cette manière-là, et puis ensuite on travaille avec ça, quoi, et que ça a une justesse par rapport à la matière. Oui, mais c'est ça, c'est que j'ai rarement entendu aussi une voix off, comment dire, contredire enfin, je sais pas si c'est le bon terme, contredire l'image que l'on voit. Et c'est Ah oui, ça, c'est très, très intéressant. Et bah, alors ça, c'est pas sur la. Enfin, peut-être aussi sur la manière de le dire, mais alors moi, il y a un truc, il y a peu de choses qui m'ennuient autant que les voix off qui viennent raconter ce qu'on voit ou les images qui viennent illustrer ce qu'on raconte. Dans ce cas-là, pour moi, c'est pas la peine de faire du cinéma, quoi. Mais donc, nous, tout le travail, c'était en fait, il y a plusieurs niveaux. Donc le film, il doit être chargé, en fait. Donc si la voix dit quelque chose et elle le dit avec une certaine couleur, bah, ce qu'on voit, c'est autre chose, mais pas par principe, mais juste parce que c'est ça qui crée littéralement comment dire, un volume de cinéma, que c'est un espace à plusieurs dimensions. Sinon, tout est collé et puis il se passe rien. Voilà. Enfin, alors ça, c'est ma croyance. Enfin, ça ne m'intéresse tellement pas, si tu veux, que bah, le film tombe. Voilà, je dis bah non, on coupe, quoi, on enlève. Ça n'a aucun sens. Moi, je suis un petit peu, à force de voir des films, il y en a une partie qui m'ennuie. Et j'ai pas envie que mon propre film m'ennuie, donc il faut que ça soit profond, pas au sens de profondeur métaphysique, mais qui ait de l'épaisseur, voilà. Et ça, c'est vraiment le travail notamment entre la voix et l'image. Il ne peut pas y avoir un truc déchargé. Mais je oui, sais pas pardon. si c'est lié à la manière de le dire. Enfin, ça, j'ai du mal à D'accord. l'évaluer, disons. Moi, j'aimerais bien aussi que tu me parles un peu encore une fois de plus, c'est une curiosité, c'est de la cuisine interne, mais par rapport au montage. Autant ça n'a pas été facile lorsque tu filmais Trudy, Mhm. mais ça m'intéresserait de savoir comment s'est passé aussi le montage. Parce que déjà, sur combien de temps s'est fait le film? Bah alors, du moment où je suis allée filmer Trudy à la fin de l'étalonnage, presque 10 ans quand même. 10 ans. Après, il y a eu un gros trou mettons, je suis allée filmer Trudy, j'ai aussi filmé toutes les scènes dans la maison et une partie des récits de rêve en 2012-2013. J'y ai pas touché pendant 5 ans et puis là, je m'y suis remise. On a passé presque 1 an de montage sur le film. Le montage son faisant vraiment partie du montage aussi. Ouais. Mais pas en continu, mais par morceaux, ce qui permettait d'y revenir, d'avoir un œil un peu. Puis il a été vraiment construit par strates successives. Bah, c'est le travail le plus intéressant que j'ai jamais fait de ma vie en montage. C'est-à-dire que vraiment, on plongeait dans quelque chose. À la fois, il fallait vraiment penser les choses et à la fois, il fallait vraiment se faire absorber par les choses. Donc, par exemple, il y a des éléments de voix off et notamment des récits de rêve qui ont été ajoutés pendant le montage par des rêves que j'ai faits, notamment, vraiment. Enfin, d'être vraiment habité par un truc. Et de construire le film dans une logique pas du tout classique. Alors ça, on a plongé dans le vide. Donc c'était génial, passionnant, hyper dur. Euh, enfin, voilà. Mais plus précisément, faudrait que tu aies des questions plus précises, mais une vraie aventure, alors pour le coup, une vraie aventure de cinéma via le montage. Bah, il y a des moments comme ça, plutôt vers la fin du film, où
où tu sens une espèce de rythme effréné, ça part jamais dans tous les sens. Il y a une succession d'images avec cette espèce d'immeuble en feu. Enfin, il y a comme ça une espèce de rythme assez incroyable où c'est comme si tu t'en sors plus, quoi. Enfin, on n'en sort plus indemne de tout cela. C'est assez impressionnant. Et c'est pour ça que je te posais la première question, comment vas-tu? Parce que je l'imagine qu'après après ça ne doit pas être évident, parce que ça doit même aussi changer, je crois, peut-être, dans ta manière aujourd'hui maintenant de faire des films, que cela soit des fictions ou des documentaires. Ouais, oui, ça oui. Alors je vais bien, je suis très heureuse d'avoir fait ce film. Non, mais je le dis sérieusement parce qu'en fait, ça a été ça a été vraiment difficile, de buter sur un certain nombre de choses que je vivais comme des impasses pendant longtemps, et de les renverser en un truc où en fait on va vraiment chercher quelque chose et ça fait sens. Ça, c'était un grand bonheur, et le montage, ça a été un grand bonheur. Enfin, c'était passionnant, c'était vraiment dur, mais c'était passionnant, et aussi effectivement d'avoir l'impression d'aller profondément dans les choses, de vraiment traverser un truc, pas traverser un truc, je sais pas comment dire, une révélation personnelle, non, mais d'aller jusqu'au bout d'un travail vraiment. Et ça, enfin, moi, j'ai eu le sentiment de le faire, et ça, c'était vraiment génial. Et effectivement, ça change un peu mon rapport au cinéma, parce que ça me donne envie de continuer dans une logique vraiment de travail en profondeur. Enfin, profondeur, c'est peut-être pas le bon mot, je sais pas, de défaire les choses, d'ouvrir les choses cachées, quoi, d'aller jusqu'au bout de quelque chose. C'est difficile de revenir en arrière après ça c'est sûr. Ouais. Y compris pour la fiction. Mais j'ai des projets de fiction, hein, mais une manière de les aborder peut-être un pas plus loin. Alors, je pense que ça va les rendre encore plus difficiles à financer, mais dans le fond, moi, il n'y a que ça qui m'intéresse, et plus ça va, plus c'est ça qui m'intéresse. Et enfin, le cinéma vraiment comme outil de recherche et de vérité, et de poésie, et de révélation, en fait. Voilà. Et ça, j'ai eu l'impression de plonger dedans, et c'était un grand bonheur. Voilà. Navire Europe, c'est le titre de ton film. Je rappelle les dates, hein. C'est le 26 mars à 21h, c'est au Centre Pompidou. Et la deuxième projection, c'est le 31 mars à 14h15 au MK2 Bobo. Et dernière question, j'ai l'impression aussi que ce film, on dit souvent, enfin je crois que c'était Godard qui disait ça, c'est que réalisateur, c'est aussi une manière d'être critique de cinéma. Et je sais que tu vois beaucoup de films, et d'ailleurs même tu écris un peu. Et j'ai l'impression aussi que dans ce film, il y a aussi un peu la critique de cinéma, pardon, que tu peux être. C'est un film qui peut dialoguer aussi avec d'autres films ou d'autres plans ou d'autres séquences. Voilà, j'ouvre une parenthèse comme ça. Je sais pas si tu vas la refermer. Écoute, la refermer, je sais pas, mais rien que dans notre entretien, je me suis débrouillée pour dire des choses, du mal de certaines manières de faire du cinéma. Donc, de fait, j'ai eu dans la fabrication du film, oui, un peu, et non, parce qu'il fallait trouver un chemin qui était, alors là, pour le coup, il fallait l'inventer totalement. Donc, c'était juste en dialogue avec ce qu'on sentait vrai, juste et pertinent. Et voilà. Après, oui, je pense qu'on ne fait pas de cinéma sans avoir tout ce qu'on a vu en mémoire. Et heureusement, parce que sinon, enfin voilà, on parle avec les autres réalisateurs. Je suis très contente de terminer sur un petit dialogue avec Godard, quoi. Ici. Merci à toi. À très vite. Merci beaucoup. Générique. Arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.